J'écris un petit livre autrefois sur les mots de la Révolution, car j'attache beaucoup d'importance au poids des mots et à ce qu'ils représentent, non seulement comme symbole, mais comme étape significative dans une histoire en cours, en fusion. Il fallait s'appeler Karl Marx pour traiter de l'histoire telle qu'il la vivait, les luttes de classe ou le coup d'État du second Bonaparte. Mais ça demande une certaine hauteur de vue, je ne prétends pas l'avoir, et surtout, modestement, j'ai voulu suivre les mots, les désignations et au-delà, les concepts appliqués aux événements en cours, et de ce fait, les regards qui sont portés sur eux en référence à l'image que nous avons de la Révolution. J'ai été pendant 10 ans, entre 83 et 93, à la tête de l'Institut d'histoire de la Révolution française, aussi de la commission d'histoire pour le bicentenaire de la Révolution. J'étais un acteur engagé. Je me définis comme missionnaire patriote ou apôtre civique, comme on aurait dit en 1793, tout le monde a compris. Alors, c'est l'apôtre patriote ou le missionnaire civique, comme vous voudrez, qui se tourne vers l'épilogue que nous sommes en train de vivre et qu'on a qualifié de réveil de l'histoire, ce qui est beaucoup en attendre, ou de retour de la Révolution. C'est vrai que la double référence aux révolutions mères, si l'on peut dire, la Révolution française de 1789, aux origines des révolutions de la liberté ou de l'indépendance des peuples au XIXe siècle, et la révolution russe d'octobre 1917 et ses extensions dans le monde au XXe siècle au nom de ce triomphe de l'égalité qui devait en faire, comme l'avait annoncé déjà Sylvain Maréchal dans la proclamation des égaux, la dernière, la révolution de l'égalité. Cette double référence, elle se trouvait questionnée, si vous me concédez un raccourci acrobatique, de partir à la fin des années 1980, quand implose le système socialiste en Russie et alentour, quand de la place Tiananmen à la chute du mur de Berlin, il peut sembler évident qu'un cycle biséculaire de révolution est clos ou sur le point de l'être. Même si la thèse de l'américain, comme son nom l'indique, Fukuyama, sur la fin de l'histoire reste marginale. Elle est contestée, pas beaucoup. Du moins, la formule passée en slogan, la formule de mon partenaire, dont je salue la mémoire avec respect, François Furet. Bien, François Furet, qui a été mon partenaire victorieux dans les âpres débats du bicentenaire de la Révolution, et Victorio Strada a exposé que les nouvelles révolutions à venir seraient non seulement d'un autre style, mais d'une autre nature. Elles seraient non sanglantes, que ce seraient les révolutions de la technique, des médias, de la communication. Et François Furet lui-même
en 1995 dans son dernier ouvrage, qui est comme une sorte de testament, Le passé d'une illusion, essai sur l'idée communiste au XXe siècle, avait, semble-t-il, porté un coup d'estoc définitif. Coup d'estoc définitif, même si dans les toutes dernières pages, il convenait qu'il resterait toujours peut-être un certain nombre de nostalgiques de cette idée de la révolution à venir, de la révolution qui s'avance et qui vaincra. Alors qu'il y avait des révolutions partout. J'entends qu'entre l'après-guerre et ces révolutions arabes qui nous frappent par leur brutalité, il y a eu toutes ces guerres anticolonialistes, toutes ces guerres de libération qui se sont voulues présenter comme révolutionnaires, que ce soit chez Bourguiba, chez Nasser et d'autres, avant d'être des dictateurs et de se figer dans la galerie des portraits grimaçants de dictateurs. Ces guerres anticolonialistes se sont inscrites dans une série de mouvements révolutionnaires profonds, parfois réussis, parfois figés, parfois institutionnalisés, détournés, et parfois noyés dans le sang. Songez à l'Indonésie, où 3 millions de communistes ont été massacrés, et c'est la sanction là d'une révolution non aboutie. Ben, il y a eu des révolutions, et là encore, je passe de façon très brutale sur l'épisode de la voie terroriste, que ce soit en Italie ou en Allemagne, et avant sa répression durant les années de plomb. C'est pourquoi je suis frappé, je ne suis certainement pas le seul, par l'idée, par le thème, par le slogan du réveil des révolutions. Réveil des révolutions, de quand des commentateurs sans mémoire ou qui veulent occulter les choses datent-ils ce réveil? Peut-être de 1979, la révolution iranienne, parce que nous avons là un épisode important, une révolution importante et qui plus est autoproclamée. La chute du Shah est sans doute une révolution qui ne peut passer inaperçue, mais qui, dans le dictionnaire des idées reçues de notre monde libéral, choque, si je puis dire, et là encore pour résumer fortement, elle choque parce qu'elle n'entre pas dans notre schéma de lecture, c'est-à-dire dans ce schéma qui nous est cher de l'histoire du progrès des Lumières, qui présente la Révolution comme continuité de ce progrès de l'émancipation humaine à travers celui des Lumières, corrélatif inséparable de celui de la démocratie, mais aussi de la raison. Or, nous avons en Iran une révolution qui s'inscrit sur des bases différentes, qui sont celles de la référence islamiste. Et puis, il y a un oubli qu'il convient malgré tout de ne pas faire, même si on saute allègrement sur les décennies passées, c'est cette date du 11 septembre 2001, peut-être aussi importante que la chute du mur de Berlin, puisque c'est le moment où la terreur surgit dans le monde occidental et va ébranler d'une certaine façon le modèle révolutionnaire dans la mesure où elle s'attaque à cette sorte de consensus mou qui s'était établi, les révolutions étant déclarées terminées, confiant dans l'hégémonie du libéralisme de l'outre-Atlantique ainsi que du vieux continent pour maintenir l'ordre. Et voilà le réveil des révolutions. Les révolutions arabes, un réveil brutal. Janvier 2011, c'est la Tunisie avec Ben Ali, le 14 janvier. C'est l'Égypte avec Moubarak, le 11 février. Je ne vais pas entrer dans le détail. Non, parce que je ne suis pas un spécialiste des révolutions arabes, ce qui est bien vrai, mais parce que je n'ai pas l'ambition de reprendre
et de décrire en termes événementiels ces différents soulèvements du Yémen à la Libye, à Bahreïn un temps, puis en Syrie, et qui ont parcouru l'ère méditerranéenne. Mon ambition, c'est de suivre l'idée, les mots, la désignation même de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans cette séquence maintenant de 3 ans et plus, de la période des révolutions dites arabes. Je parle de 2 supports privilégiés, le monde et l'humanité, bon, qui sont mes lectures quotidiennes, mais aussi les enquêtes, les essais, les proclamations suscitées par les événements, sans aucune prétention à l'exhaustivité. Et les étapes se dessinent, s'inscrivent, février 2011. Les printemps arabes. Les premiers commentateurs français qui s'attaquent dès le mois de février 2011 à expliquer ce qui se passe, je parle d'un article de référence qui est paru dans Le Monde le 21 février 2011. C'était une table ronde tout à fait passionnante parce qu'on y avait convoqué des grands universitaires de la Sorbonne, de Sciences Po. Mais la désignation même de cette table ronde est tout à fait évocatrice. C'est une table ronde sur les printemps. Ce ne sont pas les révolutions arabes, ce sont les printemps arabes. Et d'ailleurs, ce que nos spécialistes confrontent en une sélection qui peut paraître curieuse, ce sont 3 révolutions de référence. 1848, 1989 et puis 2011. 3 repères. Donc, 3 séquences. Alors, bien sûr, pour le lecteur critique du Monde que je suis, pour quelques autres aussi, de ne pas retrouver 1789, 1917, et même, pourquoi pas la Commune, il y a lieu de s'étonner, voire de s'indigner. Mais le choix est délibéré. Pour ces spécialistes, pour cette approche universitaire, bien, ces printemps ont en commun d'être le fruit d'une crise morale, née de la corruption, de la dictature, crise morale d'un grand classicisme où il se retrouve en spécialiste de 1848, mais qui mobilise les villes, les jeunes, des foules indéterminées avec la participation notable et sympathique des femmes. Bon, avec aussi un certain nombre de traits originaux que nos commentateurs relèvent. Comme sous la Révolution, la transmission des idées, des pensées est un élément important, mais c'est là que la nouveauté révolutionnaire intervient dans l'idée même, qui aurait pu être celle de Vittorio Strada, celle de la toile, du portable, de la transmission immédiate des nouvelles et des concepts au service d'idéologie nationale. Idéologie, nos commentateurs insistent surtout sur la propagation de ces modèles occidentaux dans une élite de jeunes, une propagation remarquée sur cette autre rive de la Méditerranée. Alors, nos universitaires saluent ces printemps arabes, mais ils ont une conclusion, je ne dirais pas curieuse, escomptable dans leur grille d'analyse. Ce qu'ils nous disent, c'est que les printemps finissent toujours mal. Oui, ben oui, 1848, bon. Et alors, ce départ, ce point de départ, cette approche que je dirais universitaire des révolutions arabes, va conduire presque immédiatement à une analyse que je signale non pas avec un fond de rancœur ou de rancune, puisque c'est par les élèves de François Furet qui reprennent le thème dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Passion
révolutionnaire. Alors on passe des printemps aux passions. Passion révolutionnaire, dont c'est un ouvrage collectif, dont le rédacteur le plus important est un Iranien, Hamid Bozarslan, et qui s'inspire et se réclame de l'héritage de François Furet, de l'historiographie critique, comme on dit. Et ça le conduit malgré tout à convenir que l'Orient ou la Méditerranée n'a jamais intéressé François Furet, dont l'univers est essentiellement européen, libéral et américain. À part de modestes incursions, il n'a jamais franchi la Méditerranée. Et le Bozarslan s'interroge sur ce silence, sur cette absence. Il cherche un successeur à François Furet. Il tente d'en trouver un en la personne de Martin Malia, un chercheur qui a travaillé sur les révolutions dans l'histoire russe, sur les intellectuels, et qui insiste sur l'inspiration religieuse de ces révolutions et de ces révolutions islamiques. Et c'est la conclusion à laquelle parviennent ces chercheurs que la spécificité ou l'originalité de ce qui se passe dans le monde arabe, c'est de s'inscrire dans un cadre de référence à l'islam, vous me direz, on s'en doutait, qui, d'une certaine façon, en altérant le caractère de message universel à l'usage de tous les temps et de tous les pays, en tout cas tous les pays et toutes les cultures, circonscrit l'ère de ces révolutions en leur imprimant un caractère profondément conservateur. Alors là, on s'en doutait un peu. On attend autre chose, et c'est ce que j'appellerais le temps des prophètes. Edgar Morin publiait son testament sous le titre « La Voix ». C'est bien ce qu'on attendait, hein, qu'il ouvre cette nouvelle voie à l'image des révolutions. Mais il nous indique le chemin de façon articulée, suivant une progression pascalienne. D'un côté, l'abîme, l'Apocalypse, de l'autre, la voie du salut. L'abîme, l'Apocalypse, c'est notre système économique, social, politique. C'est de l'autre, bien, si ensuite cette progression, si on s'inscrit dans le cadre de ce concept qu'il substitue à celui de révolution, ou qu'il surajoute en fonction de sa culture et de son cheminement personnel, qui est riche et complexe, ce n'est plus la révolution qui s'impose, c'est la métamorphose. En 1989, il avait proposé dans un article périlleux qui s'inscrivait entre Tiananmen et la chute du mur de Berlin, il avait proposé de démystifier, remythifier la Révolution française. Et cette révolution à laquelle il croyait encore, mais que la suite des opérations dans les débris de l'écroulement des pays du socialisme réel a rendu presque immédiatement caduque à partir du moment où les jeunes Allemands qui s'étaient soulevés au cri de Wir sind das Volk, on a vu passer à Wir sind ein Volk. Alors là, la révolution était terminée. L'autre révolution à laquelle songeait Edgar Morin. Alors, en 1989, pour justifier son interprétation, bien, Edgar Morin proposait pour cette révolution à laquelle il croyait encore, les tourbillons. Une métaphore tirée de Descartes. Et maintenant, il est passé au vocabulaire des sciences de la vie et il propose les métamorphoses.
un terme, dit-il, plus riche que celui de révolution, parce qu'il englobe les bouillonnements créatifs, en évitant, je cite là, les convulsions de la crise de l'humanité. Alors, voilà cette voie que Edgar Morin traçait pour les révolutions à venir. En 1989, eh bien, publie maintenant La Voix, et cette publication, elle est intervenue de façon maladroite au moment de la publication d'un petit livre de 30 pages, un petit pamphlet de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et là où le gros pavé d'Edgar Morin est lu et commenté avec respect, Stéphane Hessel, vous le savez, il a fait, pardonnez-moi l'expression, il a fait un tabac. Il a fait immédiatement un tabac tiré à 100 000, 200 000 exemplaires, et les éditeurs d'Edgar Morin, c'est-à-dire Fayard, s'indignent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi ce succès, ce triomphe? Eh ben, c'est que, voilà, les 30 pages de Stéphane Hessel, c'est un cri. C'est un cri, et c'est un cri, le titre l'indique bien, c'est un cri d'indignation. Et sous-estimer l'importance du petit texte de Stéphane Hessel, c'est ne pas en voir la portée symbolique plus encore que l'articulation qui est estimable. Stéphane Hessel, c'est la référence aux valeurs républicaines et progressistes. C'est l'héritage de la révolution, du combat pour les droits de l'homme, l'espoir d'un monde meilleur. Alors, si l'articulation de ces quelques pages reste faible, c'est le geste lui-même qui prend toute son importance de la façon dont il a été reçu. Je vais passer, pour m'arrêter, dans ce qui est peut-être le point culminant de cette diffusion d'Edgar Morin et de Stéphane Hessel, réconciliés, associés comme une paire de bons complices dans cette date tournant en septembre 2011 à l'occasion de la fête de l'humanité, dans le cadre d'une mobilisation à laquelle participent les représentants des révolutions en cours, car à côté de ces références livresques, ben, c'est les révolutions de terrain qui explosent encore. C'est à ce moment qu'on enregistre les retombées directes ou indirectes, en écho, si on veut, du petit pamphlet de Stéphane Hessel, avec la naissance du mouvement des indignés, qui, somme toute, va nous confronter à cet effet boomerang, cet effet de retour sur l'autre rive, j'entends sur la rive européenne, des révolutions arabes. Se concrétiser dans l'Espagne, autour de la place Catalunya, comme il y avait eu la place Tahrir en Égypte. Il y a une sorte d'effet d'écho dans les aspects formels de ces révolutions urbaines. Et en Espagne, c'est la naissance du mouvement du 15 mai, ce mouvement des indignés espagnols qui va se diffuser par contact, et c'est là que l'impact des moyens de communication modernes, déjà expérimentés en Tunisie et plus encore en Égypte, explique cette diffusion dans des lieux aussi variés que l'ensemble des pays de l'Europe méridionale, mais aussi l'ensemble européen, voire extra-européen. En octobre 2011, il y a des manifestations des indignés dans 60 villes dans le monde. À Wall Street, investi par les indignés, le 17 septembre, des indignés dressent leurs tentes autour des temples de la finance alors, à New York. Qui sont-ils? Nous les connaissons. Ils se présentent comme des petits groupes, des structures qui se veulent interclassistes, bien qu'elles soient élitistes par l'utilisation des moyens de contact et de diffusion. Des mots d'ordre flous. Changer le monde, une utopie démocratique lorsqu'on analyse les textes. Mais
on explique, ça supporte ce souffle, la manifestation internationale du 15 octobre 2011 obtient un succès mitigé. Et ce chemin d'espérance va ponctuer leur vision du monde à venir, où la société du bien-être, qui est notre société consumériste, sera remplacée par celle du bien-vivre, le bien-vivre qui verra des institutions philanthropiques, une maison de la fraternité, des comités qui géreront, comme tout, la grande métamorphose dont l'aboutissement sera la régénération de l'humanité. Mais cette grande réforme exclut toute procédure révolutionnaire et elle se présente, je cite encore Edgar Morin, comme la conjonction de processus multiformes. Et en unissant leurs efforts, je dirais, non pas méchamment, mais avec tristesse, qu'il semble que Morin et Hessel se détruisent l'un l'autre autour d'une utopie de type quasi phalanstérien. Le réveil de l'histoire, c'est Alain Badiou qui publie cet ouvrage. Et Badiou veut s'inspirer d'une méthode ou d'une démarche scientifique, ou qui se voudrait telle. Il reprend assez rustiquement les travaux des historiens sur les mouvements populaires dans la grande tradition historiographique de Labrousse ou de Georges Lefebvre. Mais il propose lui-même un nouveau codage des émeutes, car pour lui, la révolution passe de l'énonciation comme révolution, puis comme révolte, à celle d'émeute. Et Badiou nous propose toute une hiérarchie d'émeutes, émeutes quotidiennes, émeutes latentes. L'émeute latente, ce serait la campagne pour les retraites ou des choses comme ça. C'est des fausses émeutes, l'amorce de révolution. Et enfin, émeute historique, dont il trouve l'expérimentation dans les révolutions arabes ou dans ce qui se passe en Grèce ou en Espagne. Même s'il parle avec un peu de commisération sur du mouvement des indignés, car il y manque, dit-il, l'idée pour organiser. Ah oui, ça c'est vrai. Et nous voilà ramenés de la Révolution au temps des émeutes. Badiou évoque l'Iran encastré dans un contexte théocratique, comme l'a été Solidarnosc. La Tunisie et l'Égypte ouvrent pour lui des possibles historiques, mais nous ne savons pas à quoi cela aboutira. Et c'est sur cette incertitude qu'il définit la séquence que nous vivons comme une période intervallaire. En tout cas, en repassant des théoriciens aux chroniqueurs de la presse de janvier 2012, je reste pour faire simple au monde et à l'humanité, Le Monde dans son bilan fin d'année 2012 a déjà fait sa mutation. Il parle du fantasme de la rue arabe. Alors que l'humanité, dans une analyse plus désabusée déjà, fait passer de révolution à révolte. Le manifestant devient malgré tout le protagoniste d'une insurrection populaire et citoyenne. On veut bien croire à un réveil de l'histoire malgré le spectre de l'islamisme. Dans une foule, le rayon de ce qui est produit en haut de cette vague, bien, je songe à Georges Bublex, parce que son titre est déjà révélateur, de l'indignation à la révolution. Et Bublex, au terme d'une carrière militante, engagée, amène à conclure sans originalité que ce qui a manqué aux révolutions arabes, ce serait la démocratie. Ah oui,
ce qui l'amène à présenter un programme de démocratie participative, qui est très estimable, mais qui revient à avaliser l'échec de la perspective révolutionnaire. Mais à la lecture du monde comme de l'humanité, les thèmes qui s'imposent, la Syrie bien sûr, la Tunisie, l'Égypte. La Tunisie, les islamistes ont-ils gagné? S'interroge Le Monde en novembre 2012. Et on voit aujourd'hui que la révolution essaie de se relancer, de renaître, et ce n'est pas à nous de dire quelle en sera l'issue. En Syrie, c'est évidemment le thème de la guerre civile qui amène à envisager, je cite des titres, la Syrie sera-t-elle une nouvelle Bosnie ou même une nouvelle Somalie, c'est-à-dire un cadre où la disparition des structures d'État ou de gouvernance amènera à une anarchie complète. Là, le monde se plante, parce que ce n'est pas l'anarchie qui s'impose en Syrie, c'est la contre-révolution, c'est le retour à un ordre ancien accepté et cautionné par le jeu des puissances et de leur rivalité. Alors, en janvier 2013, vous voyez que je progresse, et hélas, ce n'est pas dans la voie de l'achèvement des révolutions, nous sommes arrivés au moment où le monde recueille des résultats beaucoup plus objectifs que mes tous impressionnistes, puisque géré par l'Institut Médiascopie. Ben oui, alors, là, cet institut, en partant des actes à partir desquels il distribue les différents rêves, pulsions, visions d'avenir des Français, nous livre ce commentaire. Les révoltes arabes, qui en 2011 levaient un immense espoir, n'ont pas trouvé leur prolongement chez nous. Avec une orgueilleuse humilité admirable, il a lui-même, à la veille de sa mort, indiqué son rôle dans l'histoire, en laissant un dernier texte, qui n'est pas bien connu, parce que ce qu'on connaît, ce qu'on retient, c'est indignez-vous. Mais ce dernier texte, c'est à vous de jouer. À vous de jouer, c'est ce testament posthume dont les deux thèmes, alors je compte les mots là encore, c'est responsabilité et compassion. Voilà un terme, voilà un mot qui sonne, j'allais dire, judéo-chrétien, quasi religieux, si vous voulez. Compassion après révolution ou révolte. Et plus encore, dans ces dernières déclarations, comme dans les commentaires immédiats, c'est celui de résistance qui prévaut, où s'associe de façon très émotionnelle l'exemple de sa vie, qui a été ponctué, marqué par la résistance au sens historique du terme. La révolution n'est pas au mieux de sa forme. Entre les deux mots de passe que nous transmet Stéphane Hessel, compassion et résistance. C'est un avenir bien laborieux qui semblerait se dessiner sur les chemins de la grande révolution, et on pourrait dire que le réveil de l'histoire se fait attendre. Il me vient un dernier remords. L'historien Pierre Cernat, mon élève et aujourd'hui successeur à l'Institut d'histoire de la Révolution française, vient de publier sa réflexion sur la ou les révolutions d'aujourd'hui dans les publications de l'Université Paris 1. C'est donc il y a là le cachet académique de la recherche, et le titre c'est « Sommes-nous en 1788 ?» Et le thème, l'histoire s'est remise en marche et une révolution a commencé. La tentation de repasser les exemples de l'histoire est à la fois dangereuse et terriblement tentatrice, car elle invite à se reporter au précédent, c'est-à-dire aux leçons de l'histoire et à ses répétitions. Et ça nous amène à une sévère leçon de prudence. Les révolutions arabes ont passé 3 ans,
il est trop tôt pour en décréter la fin ou l'échec. Bien sûr, on peut se dire que dans cette histoire immédiate, dont j'ai essayé de vous retracer quelques étapes à travers les mots, bien, nous n'en sommes encore qu'au début d'un tournant. On nous a tellement reproché de croire au mouvement ascendant de la Révolution. Alors, finalisme et naïveté. Mais dans toute révolution, dans les révolutions dans l'histoire, bien, il y a le rappel qu'on dira naïf de l'ouverture à plusieurs possibles d'une révolution. Pour Pierre Cernat, nous sommes encore à l'orée d'une révolution et même désormais méfier tout emportement, car ce n'est pas la première fois que nous annonce l'entrée ou le péril de révolution pour nous faire peur, de Charles Pasqua, Giscard d'Estaing et d'autres encore. Mais le pas a été franchi et désormais il est à la fois loisible, légitime et imprudent d'envisager des perspectives dans la longue durée en élargissant la réflexion au-delà de l'événementiel au quotidien et pour ça en réouvrant les chantiers endormis de l'histoire révolutionnaire. Ainsi, Cernat à sortir du cadre des actuelles révolutions du monde arabe pour écrire les premiers signes de blocage et d'opposition en Chine et particulièrement en Russie montrent que l'ère des rébellions a commencé. Ah, nous ne la connaissions pas encore celle-là. Ce n'est plus les révoltes, c'est les rébellions. La prudence, dans l'imprudence, amène à parler de rébellion, un terme qui manquait à notre liste, mais c'est bien de révolution qu'il s'agit. Alors, je me réfugie dans la prudence de l'historien et dans le rêve qui était celui de mon maître en historiographie, Ernest Labrousse, que j'ai visité dans les derniers jours de sa vie et qui m'a remercié d'être l'artisan de cette commémoration du bicentenaire dans une voix qui était la sienne dans les derniers mots. Alors je vous les transmets parce que s'il me l'a dit à un moment où on ne triche pas dans la vie, et n'oubliez pas notre grande révolution d'octobre. بالروح قدام الفريق يا سعيد بالروح